Уважаемые депутаты Федерального Bonjour, собрания, chers сенаторы, депутаты députés Госдумы, уважаемые граждане du России. Conseil de la Fédération, Сегодняшним chers посланием députés de la Duma я d'État, выступаю в chers citoyens de la сложное, Russie. мы все об этом хорошо знаем, Aujourd'hui, je рубежное для нашей m'adresse страны à время. vous В период dans un кардинальных, contexte необратимых compliqué, перемен во всем à мире, l'époque des важнейших исторических changements событий, которые определяют будущее importants, нашей страны à и l'époque des нашего événements народа. qui Когда на définissent каждом из нас l'avenir de notre peuple, колоссальная lorsque ответственность. tout un chacun est Год назад ради защиты responsable. Il y a un an, людей на наших pour исторических défendre землях, для обеспечения les безопасности gens нашей sur страны, nos terres historiques, для pour ликвидации sécuriser угрозы, nos которая terres, исходила от pour неонацистского neutraliser режима, la сложившегося menace на Украине lancée par le после régime переворота néo-nazi 2014 года, было en принято Ukraine решение о depuis le coup d'État de специальной военной 2014. Il операции. a été décidé de lancer une Мы opération шаг за spéciale шагом, militaire. Pas à аккуратно pas, и последовательно de façon будем решать стоящие перед нами задачи. progressive et déterminée, nous allons atteindre nos objectifs. Depuis 2014, le Donbass se battait pour le droit de parler avec sa langue, pour vivre sur ces terres, malgré les blocus et les tirs, et malgré la haine du régime qui vient. Le Donbass croyait en le salut de la part de la Russie. Par ailleurs, et vous n'êtes pas sans savoir, nous faisons tout en effet pour pouvoir résoudre ce problème par les moyens pacifiques. Les propositions notamment ont été faites pour négocier une solution pacifique. Mais dans notre dos, un autre scénario avait été préparé. Les déclarations des leaders occidentaux pour proposer une solution pacifique dans le Donbass se sont transformées en mensonges. C'était le temps perdu. Et les yeux ont été fermés sur les répressions et les assassinats politiques lancés par le régime qui vient. Tout a été fait pour soutenir les terroristes et leurs actions dans le Donbass. Les officiers et les soldats ont été soutenus et les armes ont été fournies. Et je tiens à vous dire que bien avant le début de l'opération spéciale militaire, il avait été question de fournir des avions de combat, des systèmes de lance-roquettes et de lance-missiles, etc. Nous souvenons également les tentatives de se procurer une arme nucléaire. Cela a été dit ouvertement. Le temps, les États-Unis se déployaient très rapidement les bases à nos frontières, les laboratoires biologiques secrets s'accaparaient des plateformes et essayer de préparer l'Ukraine à servir à une grande guerre. Et cela est reconnu aujourd'hui ouvertement, sans détour. Ils en sont fiers d'appeler les accords de Minsk et le format Normandie dans bluff politique, diplomatique, alors que le sang coulait sur ces champs de bataille. Et la Russie, sincèrement, cherchait des solutions et des portes de sortie. Or, eux, ils jouaient au double jeu. C'est une approche mensongère que nous rejetons. C'est une hypocrisie en Irak, en Syrie, en Yougoslavie. C'est la honte qui sera sur leur réputation à tout jamais. L'intégrité, l'honnêteté, ils ne connaissent pas. Le dictat de la hégémonie leur est connu. Ils se sont habitués de cracher sur le monde entier. Ils ont la même attitude d'ailleurs par rapport à leur propre peuple, à qui ils fournissent le mensonge, à qui ils déclarent le respect de la Charte des Nations Unies.
États-Unis. Mais en effet, leur leadership s'associe au mensonge total et absolu. Nous défendons non seulement nos intérêts, mais également nous défendons la position selon laquelle il ne peut pas avoir un clivage dans le monde entier entre les pays civilisés, soi-disant civilisés, et tous les autres. Nous rejetons tout caractère exceptionnel des pays. Et nous sommes ouverts. Nous avons été sincèrement ouverts à un dialogue franc. Et nous croyons à la sécurité, au système de sécurité indivisible. Et nous avons proposé d'aborder les questions de sa mise en œuvre. Mais en réponse, nous avons toujours obtenu une réaction hypocrite, inémicale. Donc il y a eu des actions, comme par exemple l'élargissement de l'OTAN, le déploiement des lance-roquettes, des lance-missiles. C'était une espèce de bouclier qui avait été déployé à nos frontières. Et je tiens à souligner, cela est connu de tous. Aucun pays au monde ne possède autant de bases à l'étranger que les États-Unis. Ils en ont des centaines et des centaines, je le souligne, dans le monde entier. Toute la planète est recouverte de ces bases. Le monde entier fut témoin de leur sortie des accords, comme par exemple le traité, le FNI, de façon unilatérale. Ils ont ébranlé les bases de sécurité sur cette planète. Cela a été fait délibérément. Et finalement, en décembre 2021, nous avons envoyé de façon officielle notre projet d'accord sur le système de sécurité aux États-Unis. Et sur tous les points, toutes les positions qui étaient importantes pour nous de principe, nous avons suivi un refus. Et donc nous avons compris qu'il s'agissait des plans agressifs, des projets et des dessins agressifs. Et donc la menace augmentait et nous n'avions aucun doute que vers le mois de février 2022, tout était prêt pour lancer une opération sanguinaire dans le Donbass. Je me souviens, et nous nous souvenons parfaitement de cette accumulation de l'équipement militaire. Il y a eu des frappes aériennes. Et d'ailleurs, en 2015, il y a eu une vraie tentative de lancer une terreur contre les civils. Tout cela en flagrante violation des résolutions des Nations Unies. Mais tout le monde fermait les yeux là-dessus. Et je tiens à le répéter, c'est eux qui avons lancé la guerre. Et nous avons utilisé la force et l'utilisé pour l'arrêter. Ceux qui avaient l'intention de lancer de nouvelles attaques contre Donetsk, Lugansk dans le Donbass comprenaient parfaitement que la prochaine cible serait d'attaquer Sébastopol et la Crimée. Nous le savions. Et maintenant, il y a d'autres projets qui sont dévoilés par Kiev actuellement. Donc, ils ne cachent plus rien. Nous défendons les vies des gens, nos foyers. Et l'objectif de l'Occident est de s'accaparer du pouvoir absolu. Des milliards ont été alloués. Selon l'Organisation mondiale du commerce, en 2021-2022, une soixantaine de milliards de dollars ont été uniquement lancés et alloués pour soutenir les pays les plus pauvres. Or, 150 milliards de dollars ont été alloués pour la fourniture des armes. Et donc, où sont passées toutes les déclarations concernant la lutte contre le changement climatique, pour soutenir, pour éradiquer plutôt la pauvreté. Et donc, tout cela, tous ces milliards sont dépensés pour créer le chaos, semer le chaos dans le monde entier. Il y a quelques jours, lors de la conférence à Munich,
la Russie a été critiquée et accusée de tous les maux. Et nous avons l'impression que c'est fait uniquement pour faire oublier ce qui a été fait par l'Occident depuis des dizaines d'années, alors que c'est eux qui ont ouvert cette boîte de Pandore. Et selon les experts internationaux, à cause des guerres, et ça a été prouvé et confirmé par les experts américains d'ailleurs, les résultats des guerres lancées par les États-Unis, qui ont été lancées par les États-Unis, 900 000 personnes sont mortes et des millions ont été réfugiés. Et ceux-là, ils essaient de l'effacer et faire semblant comme si de rien n'était. Mais personne ne l'oubliera cela dans le monde entier. Les tragédies, les souffrances humaines sont oubliées parce que il y a un butin tout au bout de ces actions. Ce sont des trillions de dollars. Donc, pour étiqueter des pays voisins, pour créer l'image de l'ennemi, tout cela est fait pour détourner l'attention des citoyens des difficultés quotidiennes, pour détourner le regard des problèmes socio-économiques, etc. Je vous rappelle qu'il y a des dizaines d'années, nous avons déjà vécu tout cela. Et à notre époque, ils ont lancé un autre projet, ne pas hitlérien, mais le projet similaire en Ukraine. Ce projet date du 19e siècle, d'ailleurs. Cela a été chéri par la Pologne, par d'autres empires, lituaniens, etc., pour arracher les territoires et les terres historiques russes à la Russie. Et il s'agit d'ailleurs des terres en Ukraine. Donc l'Occident ne s'est arrêté devant rien, n'a reculé devant rien. Et en 2014, il a préparé et lancé un coup d'État anticonstitutionnel. Comme si de rien n'était, ils ont d'ailleurs dévoilé le coût de cette opération. La russophobie s'est enracinée. Il y a peu longtemps, des brigades nationalistes ont été appelé en Ukraine Edelweiss, tout comme les brigades hitlériennes qui massacraient les gens en Tchécoslovaquie, en Grèce et dans d'autres pays. Et il y a également d'autres dénominations des brigades qui font penser à ces effets historiques. Les néo-nazis ne cachent pas leur dévouement et le fait qu'ils ont des ancêtres comme cela. Et à l'Occident, personne ne le remarque. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent. Excusez-moi pour ce mot. Ils sont prêts à avoir des complices avec n'importe qui pourvu qu'on se batte contre nous. Donc on peut impliquer tout le monde, les néo-nazis, les terroristes, même le Satan, pourvu que ça soit une arme supplémentaire tournée contre la Russie. Et donc c'est une partie de la politique délibérée lancée contre la Russie pour créer la déstabilisation à nos frontières. Et à l'époque, dans les années 30 et maintenant, il y a un seul objectif, de lancer cette agression vers l'Orient pour écarter les concurrents. Mais nous ne nous battons pas contre le peuple ukrainien. C'est ce que j'ai dit et redit. Le peuple ukrainien est pris en otage des Occidentaux qui se sont accaparés de ce pays économiquement, politiquement, militairement. Depuis des dizaines d'années, ils ont détruit l'industrie ukrainienne. Ils ont volé et dérobé ce pays. Ainsi,
la pauvreté a éclaté et l'inégalité s'est renforcée. Et bien évidemment, le volet militaire pouvait remplir ce vide. Et donc les gens sont devenus des consommables. C'est triste, ça fait peur, ça fait froid dans le dos d'en parler, mais c'est un fait. Et ils sont responsables de l'escalade du conflit en Ukraine. Et c'est la responsabilité des élites occidentales et bien sûr la responsabilité du régime kievien, pour qui le peuple ukrainien est un peuple étranger. Le régime kievien actuel sert les intérêts des pays tiers. L'Occident utilise l'Ukraine en tant que polygone. Je ne vais pas détailler des tentatives ici et maintenant, des projets de renforcement des équipements militaires, c'est connu de tous, mais tout le monde doit savoir la chose suivante. Plus il y aura des systèmes et des complexes militaires de longue portée en Ukraine, plus on sera tenté de repousser cette menace des frontières russes. C'est naturel. Les élites occidentales ne cachent pas leurs objectifs, à savoir de frapper, et je cite, de causer une défaite stratégique de la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudra dire de mettre un terme à nous, une fois pour toutes. Donc, de transformer un conflit local dans une phase de la confrontation globale. C'est comme cela que nous l'interprétons. Et par conséquent, nous allons réagir de façon adéquate, conséquente, parce qu'il s'agit de notre survie, de la survie de notre pays. Et ils ne comprennent pas qu'il est impossible de défaire la Russie, de battre la Russie sur le champ de bataille. Et donc, des guerres informationnelles sont lancées, des campagnes de désinformation. Et là, il y a des mensonges qui sont livrés. Il y a une déformation historique, des faits historiques. Il y a des attaques contre notre Église orthodoxe, contre notre culture. Regardez bien ce qu'ils font avec leur propre peuple. Il y a la destruction de la famille, de l'identité culturelle. Et il y a des abus exercés sur les enfants. Et ces abus sont donnés pour normalité. Et donc, il y a des familles ne sont pas naturelles. Donc, bien sûr que nous avons une attitude tout à fait naturelle en Russie. Nous n'avons aucune intention de nous ingérer dans la vie privée. Mais on voudrait bien leur dire: tournez-vous vers la Bible. Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre. La famille et les liens familiaux, ce sont les liens qui unissent un homme et une femme. Mais ces écritures saintes sont remises en question. L'Église anglo-saxonne a l'intention, uniquement l'intention, de se pencher sur le sens du Dieu unigenre. Des millions de gens à l'Occident comprennent qu'ils sont à 2 pas de la catastrophe spirituelle. Les élites perdent tout attachement avec la réalité, mais c'est leur problème. Et nous sommes obligés de protéger nos enfants de la dégradation et de l'extinction. Il est évident que l'Occident va tenter de déstabiliser notre société. Et ils vont mettre un paquet pour créer ce mépris dans l'objectif de gagner davantage. Ça a toujours été ainsi. Tous ceux qui sont prêts à une trahison
peuvent déstabiliser effectivement notre intégrité et donc ils seront tenus pour responsables. Mais nous ne serons jamais comme les élites occidentales qui lancent des chasses aux sorcières. Les traîtres comprennent et gardent cette traîtrise sur leur conscience. Le plus important est que le peuple russe leur donne une vraie évaluation. Et là, j'en suis fier. Je suis fier de notre peuple multiethnique qui a adopté une position de principe à l'égard de l'opération militaire spéciale. Notre peuple a compris nos actions, a soutenu nos actions dans le Donbass. Et donc un vrai patriotisme était là, et nous l'avons vu, et c'est inhérent à notre peuple. Cela nous impressionne. Chacun, tout un chacun est conscient du lien inhérent qui le lie avec le destin de sa patrie. Chers amis, je tiens à remercier tout le monde, tout le peuple russe, pour le courage et la détermination. Je tiens à dire merci à nos héros, aux officiers, aux soldats de la garde de la Fédération de Russie. Je veux remercier les combattants de Donetsk, de Luhansk. Je dis merci à tous les patriotes. Je vous demande pardon de ne pas pouvoir énumérer tout le monde. Vous savez, lorsque j'ai préparé cette allocution, j'ai écrit toute une longue liste des brigades héroïques impliquées, mais maintenant, je me rends compte qu'il était impossible de lister tout le monde, et donc je ne voulais pas offenser tous ceux à qui je ne pourrais pas dire ouvertement mon grand merci. Je dis un grand merci. Je m'incline devant les femmes, les familles des combattants. Je m'incline devant les infirmiers, les médecins, devant les chauffeurs, ceux qui sont impliqués dans la rénovation des infrastructures civiles. Je m'incline devant les ingénieurs et tous ceux qui sont mobilisés 24 heures sur 24. Je m'incline devant les fermiers qui assurent la sécurité alimentaire de notre patrie. Je remercie les instituteurs qui éduquent sincèrement notre jeunesse, surtout les professeurs qui sont mobilisés tout au long de la ligne des fronts. Je remercie le personnel médical qui soutient les combattants. Je remercie les volontaires qui aident les civils. Je remercie les journalistes, surtout les journalistes militaires qui risquent leur vie pour faire éclater la vérité au monde entier. Je remercie les représentants des confessions, des prêtres qui soutiennent et inspirent les gens grâce à leurs paroles. Je remercie les entrepreneurs et tous ceux qui remplissent leurs devoirs humains et civils. Une pensée particulière va au peuple de Lugansk, Donetsk, Zaporozhia, Kherson. Vous avez pris la décision de définir votre avenir. Vous avez pris la décision de mettre un terme au terrorisme dans des conditions lorsque les combats s'acharnaient juste à côté. Mais votre détermination inébranlable de rejoindre la patrie, la Russie, n'a pas changé. Nous avons déjà commencé.
Et je tiens à souligner que cette réaction dans la salle va à l'adresse de la population de Lugansk, de Donetsk, de la région de Zaporijia et de Kherson. Je m'incline devant vous tous. Donc nous avons déjà commencé et nous avons renforcé les projets du soutien économique de ces nouveaux sujets fédéraux de la Fédération de Russie pour créer des emplois. Le port de la mer d'Azov qui est redevenu une mer intérieure. Nous allons construire de nouvelles routes, comme cela a été fait en Crimée, pour également assurer la communication par le sol avec la Fédération de Russie. Bien sûr que nous allons mettre en œuvre tous ces projets. Aujourd'hui, la Fédération de Russie soutient directement les localités des régions de Donetsk, de Lugansk, de Kherson et de Kherson comme des vrais frères et comme des vraies sœurs. Nous sommes réunis dorénavant et donc nous sommes devenus plus forts et nous allons faire davantage et tout pour que sur ces terres, pour que ces terres retrouvent la paix durable et pérenne et pour garantir la sécurité. Pour cela, pour nos ancêtres, pour l'avenir de nos enfants, pour faire établir la vérité historique, nos combattants et nos héros se battent aujourd'hui. Chers amis, je vous demande de leur rendre hommage à tous ceux qui sont tombés sous les tirs, les civils et les militaires. Voilà, vous êtes en train de suivre donc le discours de Vladimir Poutine, adresse à la nation, une minute de silence en hommage aux morts russes, décrété à l'instant par le président Vladimir Poutine, qui s'adresse donc à la nation devant des parlementaires et des invités choisis. Vladimir Poutine qui va reprendre la parole tout de suite. Les sœurs des commandants qui sont tombés. C'est comme la jeunesse qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, se battait pour défendre le Donbass contre le nazisme. Et leur sacrifice est souvenu de tous aujourd'hui. Notre devoir est de soutenir les familles de ceux qui ont perdu les proches, les personnes aimées, les aider à éduquer leurs enfants, à leur donner un emploi. La famille de chaque participant de l'opération militaire spéciale doit être soutenue et doit être chérie. Lorsqu'ils ont un appel et lorsqu'ils lancent un appel, cet appel doit être répondu immédiatement. Je vous propose de créer un fonds d'État spécial dédié pour accorder une aide ciblée aux familles des combattants et des participants de l'opération militaire spéciale. Ce fonds coordonnera le soutien médical, psychologique, matériel. Ce fonds permettra d'aider la mise en place des projets éducatifs, d'obtenir une qualification, d'obtenir une profession ou un emploi. L'un des objectifs de ce fonds est de procurer un soutien à domicile, de fournir ce soutien à tous ceux qui en ont besoin. Je me tourne vers les autorités correspondantes dans les régions afin que toutes les questions organisationnelles soient réglées. Donc le contact et la communication avec ce fonds doivent être ouverts et sans entrave. L'accès doit être sans entrave. Donc chaque famille, et je le souligne, chaque famille d'un militaire tombé, chaque ancien combattant doit avoir droit à
employer des services sociaux dédiés qui pourra, dans un contact personnel, régler des questions individuelles. Dès cette année, les branches et les antennes de ce fonds doivent être déployées dans toutes les régions. Nous avons déjà un système, un dispositif de soutien des anciens combattants, des participants des conflits locaux. Et je pense que plus tard, ce fonds pourra reprendre cette compétence et je me tourne vers le gouvernement de préparer le terrain pour cela. Pourquoi? Je le souligne que la responsabilité de ce fonds ne va pas dessaisir les autres ministères de leurs obligations. Et à cet égard, je tiens à remercier les maires des villes, les gouverneurs des régions et les régions entières de leur soutien accordé aux citoyens. Et je tiens à souligner la chose suivante. Aujourd'hui, des militaires titulaires, des mobilisés et des volontaires partagent la charge militaire. Donc, en effet, il est question d'accorder une aide médicale, d'accorder un autre soutien. Or, certaines requêtes et demandes qui ont été envoyées à moi personnellement à des instances dédiées montrent qu'un certain nombre de problèmes n'avaient pas été réglés. Et donc, encore une chose, dans le cadre de l'opération militaire spéciale, et cela est compris par tout le monde, cette opération militaire spéciale fait qu'il y a un risque pour la vie et pour la santé que nos soldats courent tous les jours. Et donc, tous les participants à l'opération militaire spéciale, y compris les volontaires, doivent avoir le droit à des congés, minimum 14 jours de congés qu'ils doivent pouvoir prendre par tranche de 6 mois pour qu'ils puissent avoir l'occasion de retrouver leur famille. Chers collègues, vous n'êtes pas sans savoir que le plan du renforcement des forces armées d'ici à 2025 a été créé par notre gouvernement sur la demande du président. Et ce plan est en train d'être mis en œuvre. Nous devons mettre en tant que base de ce plan notre expérience, retour d'expérience précieux de cette opération spéciale militaire. Et donc nous avons lancé la modernisation de nos forces armées à hauteur de 91%. Et maintenant, grâce à l'expérience obtenue, nous devons renforcer toutes les composantes des forces armées de la Fédération de Russie pour arriver aux mêmes indicateurs. Des officiers et des sergents qui se sont montrés vaillants et décisifs, il y en a beaucoup, seront promus de façon prioritaire, seront envoyés dans des académies militaires et formeront une réserve puissante des forces armées. Et bien évidemment, ces militaires peuvent être aussi mobilisés dans le domaine civil. C'est très important. Les gens doivent comprendre que la patrie valorise leur contribution à la société russe. Nous allons introduire de façon active de nouvelles technologies pour renforcer notre potentiel militaire. Et nous avons déjà des échantillons modernes dans tous les domaines des militaires. Et d'ailleurs,
paramètres de ces échantillons, de ces armes, dépassent largement les caractéristiques des armes des autres. Et nous devons maintenant en produire en masse ces échantillons modernes. Et pour cela, nous devons mobiliser les PME. Aujourd'hui, des spécialistes expérimentés et de nouveaux spécialistes doués sont là pour travailler dans les cabinets d'ingénieurs. Et nous devons les utiliser cette force pour la victoire. Nous allons renforcer les garanties sociales. Il s'agit des salaires notamment. Et donc, je vous propose un programme immobilier à des conditions préférentielles, avec un taux d'intérêt bien inférieur au celui du marché. Et donc, ce programme sera subventionné par l'État. Sans aucun doute, cela a été discuté au niveau gouvernemental et je vous propose de lancer rapidement ces projets d'immobilier accessibles à des prix préférentiels dans des régions prioritaires. Chers collègues, comme je vous ai dit, l'Occident a lancé contre nous non seulement a ouvert un front de lutte économique, militaire et informationnelle, mais ils vont échouer sur tous les fronts. Qui plus est, les initiateurs des sanctions créent des barrières et des difficultés pour eux-mêmes. Il y a des fermetures des entreprises, il y a une hausse des prix, la hausse des prix, et ils expliquent à leur peuple que c'est la faute des Russes. Ils ont rompu tous les contrats avec les sociétés russes, ils ont coupé toute la communication avec la Russie pour détériorer notre économie. Ils nous ont coupé des marchés, de leur marché, ils ont miné, ils ont tenté de miner nos réserves de devises et ils ont tenté de provoquer l'inflation destructrice. Et je me répète, ces sanctions ne sont qu'un moyen. Mais l'objectif est, je cite, faire souffrir nos citoyens, faire souffrir. C'est ça les humanistes. Ils veulent faire souffrir notre population pour déstabiliser notre société à l'intérieur de la Russie. Mais ils ont échoué. Leur tentative a échoué. Nous sommes plus résilients que ce qu'ils pensaient grâce à notre travail conjoint entre la Banque de la Russie, entre le gouvernement, entre les entreprises et nous avons assuré notre résilience, nous avons conservé nos emplois, nous avons assuré la sécurité alimentaire, nous avons soutenu les entrepreneurs. Ainsi, ils font la contribution, ils contribuent au développement économique. Nous avons créé un paquet de soutien économique à la hauteur de 1 trillion de roubles. Et je tiens à vous faire savoir, il ne s'agit pas de la politique d'émission. Non, oh que non. Tout a des bases solides ancrées dans le marché. À l'issue 2022, le PIB a décru, diminué. Et donc cette information a été dévoilée hier et vous avez bien fait. Vous vous souvenez, nous prédisait la chute, le crash de l'économie de 20-25%. Et puis plus tard,
nous avons vu que la baisse du PIB n'a été que de 2,1%. C'est les derniers chiffres. Et au mois de mars 2022, je vous le dis et redis, on nous prédisait la chute et le crash total. Eh bien, effectivement, il y a ceux qui veulent voir la Russie souffrir. Et donc, je peux vous dire que nous avons pris les mesures de rétorsion. Et grâce à des devises de nos pays, des pays amicaux, nous avons créé un système stable d'échange monétaire qui serait indépendant du dollar. Et dans le contexte de cette politique de sanctions, leurs systèmes d'échange monétaire seront dévalorisés. Ils sapent leurs propres fondements. Ce n'est pas nous qui impactons la baisse de l'utilisation de leur système d'échange monétaire. Et il y a une expression, vous savez, les canons qui remplacent le beurre. Et donc, les dépenses militaires doivent être assurées. Nous n'avons pas le droit de faire les mêmes erreurs historiques. Nous avons absolument tout pour assurer notre sécurité et pour créer les conditions du développement serein de notre pays. Ce sera notre logique de notre développement à l'avenir. Ainsi, des branches civiles de notre économie l'année dernière n'ont pas perdu de leur volume, mais se sont renforcées pour la première fois. Nous avons atteint 100 millions de mètres carrés dans la construction et l'agriculture se développe à 2 chiffres. Je m'incline devant nos fermiers. Les fermiers russes ont récolté, ont eu la récolte record. Et avant le 30 juin 2023, nous pourrions avoir notre récolte avoisinant les 55 millions, 60 millions de tonnes. Il y a une dizaine d'années, ça aurait été mission impossible. Si vous vous souvenez, et je pense que vous vous en souvenez, il y a pas si longtemps, ici on voit les anciens vice-ministres s'en souviennent qu'annuellement nous n'étions capables de récolter que 60 millions de tonnes de céréales. Mais maintenant, nous avons la capacité de récolter 60 millions de tonnes pour exportation. Donc malgré toutes les difficultés, le marché d'emploi est devenu plus confortable qu'avant. Souvenez-vous, avant la pandémie, notre chômage était de 4,75%. Et maintenant, actuellement, le chômage est de 3,7%. Nous avons un minimum historique de chômage. L'économie de la Russie a surmonté les risques. Oui, ces risques étaient à déterminer dès le départ des problèmes. Et donc, nous devions réagir pas à pas, mais nous réagissions rapidement. Et l'initiative privée des PME fut primordiale. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons réussi à préserver notre économie. Qu'est-ce qui encore nous importe? Nous avons eu une baisse du
PIB uniquement lors du deuxième trimestre. Et après, nous avons amorcé la remontée. Et donc, notre économie a des caractéristiques nouvelles. Des marchés tels que notre marché intérieur, le renforcement de nos ressources scientifiques, de notre personnel. C'est ça notre priorité pour profiter de notre potentiel. Et je suis persuadé que nos entreprises saisiront ces occasions pour renforcer la production des produits les plus demandés, les plus sollicités, pour remplir les niches qui ont été créées après le retrait des entreprises occidentales. Maintenant, nous avons un tableau général. Nous comprenons nos problèmes en matière de logistique, de finances et ailleurs. Nous avons parlé de la nécessité de moderniser notre économie. Et maintenant, ces modifications sont vitales et cela change la donne pour le mieux. Et nous savons pertinemment ce qu'il nous faut pour pouvoir aller de l'avance, pour assurer le développement souverain, pour garantir notre sécurité et les intérêts nationaux. Et je tiens à le souligner. L'objectif même de notre travail est de ne pas nous adapter au contexte actuel. Notre objectif stratégique est de faire passer notre économie à une vitesse supérieure. Tout change très rapidement actuellement. Il ne s'agit pas uniquement des défis, mais il s'agit des opportunités. Et c'est un fait aujourd'hui. Lorsque nous relèverons ces défis, cela définira notre avenir. Donc il faut passer outre les conflits internes et les conflits d'intérêts. Tout doit être fait pour mobiliser nos ressources pour aller de l'avant. Donc nous avons lancé des entreprises familiales, c'est une victoire. Nous avons construit de nouvelles routes, c'est une victoire. Nous avons construit une nouvelle crèche, une école, c'est une victoire. Nous avons lancé de nouvelles technologies, c'en est une aussi, parce que c'est une contribution de tout un chacun au développement de la société. На каких направлениях нужно сосредоточить партнерскую работу государства, регионах, devons porter l'attention toute particulière aux choses suivantes. Nous avons élargir des liens extérieurs en créant de nouveaux corridors logistiques. Il a été décidé de relier Moscou et Kazagne et jusqu'à Tumen et plus loin jusqu'à Vladivostok par la route pour accéder à la Chine. Et donc cela nous reliera avec le marché de l'Asie du Sud et de l'Est. Et donc tout particulièrement maintenant, il y en a ceux qui le savent, nous travaillons sur l'axe nord-sud pour notamment pouvoir utiliser les routes pour travailler avec l'Inde, le Pakistan et avec d'autres pays se trouvant sur cet axe. Nous modernisons nos routes ferrées. Cela nous donnera des volumes de transfert supplémentaires. Il donnera également une possibilité de développer la Sibérie. Nous avons développé les communications et dès 2024, plus de 85% des routes dans des sujets fédéraux et plus de 50% des routes à caractère régional seront modernisées et rénovées. J'en suis persuadée que nous allons y arriver.
Nous allons continuer le programme de la gazéification gratuite pour gazéifier les cliniques, les hôpitaux, les crèches, les écoles. Et pour les citoyens, ce programme sera permanent. Donc, ça voudra dire que les citoyens pourront à tout moment saisir les autorités pour être gazéifiés. Pour être gazéifiés et relier leur foyer. Dès cette année, nous lançons un nouveau programme d'investissement de plus de 4,5 trillions de roubles dans les quartiers résidentiels. Nous connaissons la vétusté de notre parc résidentiel. Il est très important d'accélérer dès le départ, dès les premières heures, ce programme. Deuxièmement, nous devons élargir les opportunités technologiques, le potentiel, renforcer le potentiel technologique de la Fédération de Russie. Nous avons lancé un dispositif du soutien d'État des achats dans l'immobilier. Et non seulement dans les achats, mais également dans la construction de nouveaux bâtiments. Et donc nous avons décidé d'allouer un paquet considérable. Nous sommes prêts à subventionner jusqu'à 500 millions de roubles. Donc, je pense que c'est un programme tout à fait intéressant et il faut l'utiliser. Cette année, un nouveau régime des clusters et des centres industriels est lancé avec des conditions préférentielles. La production de ces clusters est soutenue et subventionnée par l'État. Selon nos prévisions, d'ici à 2030, plus de 10 trillions de roubles. Tel sera le volume des projets qui seront mis en œuvre d'ici à 2030, à condition d'investir plus de 2 trillions de roubles du budget de la Fédération de Russie. Donc je demande au gouvernement d'accélérer ces aides, de soutenir les entrepreneurs. Donc je sais qu'il est important effectivement de préserver le système d'imposition et de taxation, mais l'approche créatrice pour pouvoir soutenir les entreprises s'impose et aussi nécessaire. Dès cette année, les entreprises russes pourront défiscaliser un certain nombre de chapitres de revenus lorsqu'ils investissent leurs revenus dans des branches prioritaires. Chaque rouble investi dans l'achat des produits, la rentabilité ou le retour sur investissement s'élèvera à 1,5 rouble. Donc, il est extrêmement important d'investir les capitaux dans des produits qui sont soutenus. Troisièmement, c'est une bonne décision. C'est une bonne décision qui animera notre économie. Troisièmement, il s'agit de nouvelles sources de financement. Grâce à notre bilan de paiement qui est puissant, la Russie n'est pas obligé de faire des prêts à l'étranger. Et donc, ça nous évite d'engager un dialogue pénible, de négocier un taux d'intérêt auquel il faudra rendre ces prêts. Et donc, effectivement, le volume de crédit en Russie a augmenté malgré toutes les préoccupations
Donc cette hausse a été actée et la hausse fut de 14%. C'est plus que ce que nous avons eu en 2021, avant l'opération spéciale militaire, parce que la hausse d'octroi de crédit en 2021 était de 1,5%. Donc notre développement est en marche. Et le secteur banquier a résisté également. Donc, le profit fut de 230 milliards de roubles. Cela est un indicateur de la résilience et de la stabilité de la Russie également. L'inflation l'année dernière... L'inflation en cours, selon les prévisions, est de 4%. Donc je vous rappelle qu'à l'étranger, on parle de l'inflation de 17%, alors que chez nous, l'inflation est de 4%. Grâce à cette dynamique positive, nous créons des conditions objectives pour créer des sources de crédit accessibles pour le marché, pour le secteur réel. Et donc il est important aussi de créer des conditions de préservation et de conservation de l'épargne. Et je demande au gouvernement de lancer un programme d'État dès le mois d'avril de cette année, un programme qui renforcera l'épargne. Il est important pour nous d'inciter les citoyens à investir leur épargne en Russie. Et donc, nos produits d'épargne doivent être efficaces. Il doit être semblable aux produits et dispositifs d'assurance. Et il y a un certain montant d'épargne qui, je vous rappelle, est garanti par l'État. Et donc, je vous propose de doubler ce montant en doublant le fonds de garantie de l'épargne des citoyens. Par ailleurs, il faut protéger de l'épargne dans tous les dispositifs d'épargne existants. Et il est nécessaire également de soutenir les branches de l'industrie et les entreprises qui se développent rapidement. Donc il faut créer des conditions préférentielles fiscales. L'élément important de la souveraineté économique de tout pays concerne l'entrepreneuriat. Nos entrepreneurs sont capables de s'adapter à la conjoncture mouvante. Donc, chaque initiative entrepreneuriale qui doit être soutenue si elle vise le développement de la Fédération de Russie. Je pense qu'il convient de corriger également le code pénal dans leur volet commercial. Bien sûr, l'État doit contrôler toutes les infractions dans ce domaine, mais il ne faut pas en faire trop non plus. Et donc, il s'agit de la décriminalisation. Je pense que les mesures en ce sens vont être prises. Je demande au gouvernement de travailler avec le Parlement pour proposer des mesures supplémentaires pour accélérer la procédure, le processus de sortie de l'économie des offshore. C'est un principe de base du renforcement de l'économie de la Fédération de Russie. À cet égard, chers collègues, juste une parenthèse philosophique, si je peux me permettre. Nous nous souvenons des problèmes
auquel nous avons fait face, auquel l'économie soviétique, avant sa chute, avait fait face. Après le chaos des années 90, notre pays a créé l'économie se basant sur les principes du marché et de la propriété privée. C'est bien. Mais l'exemple suivi, c'était l'exemple des pays occidentaux. Il y en avait un paquet. Il nous paraissait qu'il suffisait tout simplement de copier leur modèle. Mais d'ailleurs, les Européens n'étaient pas d'accord avec les Américains sur le modèle du développement. Mais au final, qu'est-ce qui s'était passé? Au final, notre économie nationale, de façon considérable, est devenue copiée sur l'Occident, en matière notamment de gestion de nos ressources. La cause de cela était évidente. L'entrepreneuriat naissant russe cherchait des profits d'abord, des profits rapides, faciles. Qu'est-ce qui proposait et assurait ces profits rapides? Les ventes, tout simplement, et le négoce dans les hydrocarbures. Personne ne pensait investir dans quelque chose de long terme. Et donc, d'autres branches de l'économie en pâtissaient. Et pour briser cette tendance négative, il nous a fallu des années. Il nous a fallu corriger, rectifier les tirs en matière de politique fiscale. Mais nous avons obtenu des progrès et un résultat tangible. Mais, je me répète, et il ne faut surtout pas oublier le contexte dans lequel les entreprises se développaient à l'époque. Parce que les marchés qui profitaient à tout le monde se trouvaient à l'Occident. Les marchés développés se trouvaient à l'Occident. Donc, les entrepreneurs, au lieu d'acheter des équipements, au lieu de créer les emplois chez nous en Russie, les entrepreneurs dépensaient leur capital pour investir dans des yachts, dans des villas et des résidences à l'étranger. Et donc, l'argent et les capitaux coulaient à flot à direction de l'Occident. Et donc, les enfants des entrepreneurs faisaient leurs études là-bas, à l'extérieur, à l'étranger. Et pour l'État, c'était extrêmement compliqué de suivre tout cela parce que c'était un modèle du marché libre. Et donc, ce modèle nous a montré que finalement, ce modèle est un modèle fantôme. Et tous ceux qui plaçaient leurs capitaux à l'étranger ont perdu ces capitaux. Et même les capitaux gagnaient de façon honnête. Et donc, je me souviens d'une plaisanterie lorsque je commentais cette situation il y a quelques années. Vous allez vous essouffler en courant d'une cour à l'autre, d'un tribunal à l'autre pour pouvoir défendre vos capitaux. C'est ce qui s'est produit. Et donc, je vais vous dire une chose très simple. Aucun citoyen ordinaire russe n'a pris pitié de ceux qui avaient perdu leurs capitaux investis à l'extérieur de la Fédération de Russie. Aucun pitié à l'égard de ceux qui ont perdu leurs palaces et leurs yachts à l'étranger. Et à la cuisine. Les gens se sont souvenus dans leurs discussions ordinaires des années 90 de ces largesses qui étaient dévoilées devant tout le monde dans les années 90. Quoi d'autre?
Il y a toujours eu des tentatives de la part de l'Occident de saper la Russie, de saper les terres russes. Tout a été fait pour mobiliser et retourner contre nous les terroristes internationaux, d'ailleurs. Nos intérêts nationaux ont été ignorés, négligés. Et les entreprises majeures russes responsables des milliers d'emplois, définissant la conjoncture dans les régions de la Fédération de Russie. Et lorsque les propriétaires de ces grandes entreprises sont tributaires des décisions occidentales, des politiques des élites occidentales hostiles à notre égard, ce sont des propriétaires qui nous posent une menace. Cette situation ne peut pas être tolérée. Mais bien sûr, tout un chacun a le choix. Quelqu'un voudra terminer sa route dans son propre palais, dans une belle capitale occidentale, à l'étranger. Libre à lui ou à elle de le faire. Mais il est temps de comprendre qu'à l'Ouest, ces gens-là ont toujours été, ils seront toujours des étrangers, malgré l'achat des titres, malgré les capitaux investis. Ils doivent comprendre, ils seront toujours de la seconde catégorie là-bas. Mais nous avons une alternative. Rejoindre la patrie. Travailler pour ses citoyens. Non seulement ouvrir de nouvelles entreprises, mais d'améliorer la qualité de vie dans nos villages et dans nos villes. Et ces entrepreneurs, ces combattants, il y en a beaucoup chez nous. Et c'est eux qui garantissent l'avenir du business russe. Tout le monde doit comprendre que les sources de notre prospérité doivent rester chez nous, en Russie. Et c'est à cette condition que nous allons créer notre économie solide, ouverte au monde, en utilisant tous nos avantages concurrentiels. Les capitaux russes, l'argent russe qui est créé ici, doivent aller pour soutenir le développement de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, nous avons de belles perspectives dans le domaine du tourisme, de l'industrie, de transformation, etc. Je me tourne vers tous ceux qui ont connu la pratique inamicale à l'étranger. Donc, aller chercher de l'argent à l'étranger ne sert à rien. Et si vous comprenez maintenant parfaitement à qui vous avez affaire, ce n'est pas la peine de s'accrocher au passé, ce n'est pas la peine de supplier. Il faut se remettre en question, il faut être plus résilient. Il faut en effet se souvenir du fait que nous avons de la résilience. Il peut y avoir des projets. Investissez en Russie, investissez dans les projets russes pour soutenir notre science, nos universités, nos sports, notre culture. Et c'est ainsi. Vous allez doper vos capitaux et vous allez gagner la reconnaissance des générations des Russes. Et l'État et la société vous tiendront sans aucun doute.
C'est ça mon message aux entreprises de la Russie. Chers collègues, la Russie est un pays ouvert et par ailleurs c'est une civilisation authentique. Et il n'y a aucune prétention d'être supérieur dans ce que je dis, mais c'est notre civilisation. Et le plus important, cette civilisation nous a été transférée par nos ancêtres et nous devons de préserver cette civilisation pour la passer aux autres. Et nous allons donc le faire avec tous nos amis, avec tous ceux qui sont à nos côtés. Donc nous allons nous inspirer du meilleur, mais nous allons compter sur notre potentiel uniquement, sur nos traditions. Et à cet égard, je tiens à souligner le caractère de notre peuple. C'est la miséricorde, c'est ça les caractéristiques de la Fédération de Russie. Nous sommes fiables et nous allons toujours soutenir tous ceux qui ont besoin du soutien. Nous avons toujours soutenu et nous avons toujours tendu la main à tous ceux qui en ont besoin. Et le passé a montré, l'histoire a montré que lors des semaines les plus difficiles de la pandémie, nous avons tenu notre main de soutien à l'Italie. Ou comme on a vu en Turquie, en Syrie, lors des tremblements de terre, après les tremblements de terre. Le peuple russe est la source du pouvoir en Russie. Nos devoirs et nos droits sont inébranlables et seront toujours conservés et défendus. À cet égard, je tiens à souligner que les élections au niveau régional et les élections présidentielles en 2024 seront parfaitement conformes à la loi, à la législation, en respectant toutes les procédures électorales. Les élections sont là pour définir notre développement. Mais pour nous, le plus important, c'est la sécurité, c'est la souveraineté et les intérêts nationaux. Je tiens à vous remercier de votre position inébranlable, sans faille. Et je veux citer Stolypin, un homme d'État qui a prononcé ces mots il y a 100 ans et qui sont d'actualité aujourd'hui. Il a dit, dans la cause de la protection de la Russie, nous devons nous unir, nous devons coordonner nos efforts, nos obligations et nos droits, aligner ces droits pour soutenir le droit ultime, le droit de la Russie d'être forte. Parmi les volontaires mobilisés sur le front, il y a des députés de la Douma, des organes législatifs des régions, il y a des représentants des villages et des villes, et tous les partis et les groupements sont mobilisés pour aider le front de façon humanitaire. Un grand merci à nouveau pour cette position patriotique. Le rôle considérable est joué par les collectivités territoriales. C'est le premier échelon avec qui les citoyens ont contact. Et cela conditionne le bien-être des citoyens, de nos citoyens et leur espoir dans le meilleur avenir. Donc je demande au gouvernement de créer des dispositifs de soutien direct pour soutenir les collectivités territoriales.
Il est important de se sentir responsable de son propre pays et de ses proches. Ce sont les qualités qui sont éduquées et instaurées dès l'enfance. Et donc, le système de l'éducation et de la culture, ces systèmes nationaux sont extrêmement importants. Et le développement d'Internet et d'autres dispositifs seront toujours soutenus par l'État. La culture traditionnelle et nouvelle sera aussi soutenue parce que ça instaure l'harmonie et la beauté. Cela nous permet de réfléchir sur des difficultés de la vie pour éveiller le meilleur dans tout en chacun. Le développement de la culture sera l'une des priorités, notamment dans les régions du Donbass. Il convient de reconstruire des centaines de sites d'infrastructures, des musées, y compris des musées, pour relier le passé avec le présent et relier tout cela à l'avenir. Il est important de ressentir que cette culture fait partie de la grande culture russe. Donc, grâce à nos spécialistes, il est important de renforcer la qualité de l'éducation, notamment il s'agit de l'histoire, de la géographie, des connaissances dans ces domaines pour que les jeunes sachent davantage, connaissent davantage et connaissent davantage nos traditions. Nos jeunes sont doués et ils sont capables de travailler, d'apporter des contributions dans tous les domaines sociétaux. Il y a le concours tel que leader de la Russie, d'autres concours qui ont été lancés pour favoriser ces prises d'initiative. Je tiens à dire que beaucoup de lauréates de ces programmes sont engagés dans l'opération militaire spéciale. Donc, ils aident à reconstruire la vie sociale et économique et ils font cela de façon courageuse et déterminée. Et donc, l'école de combat ne pourra jamais être remplacée. Et donc, il y a des gens qui sont capables de payer le prix ultime pour la patrie.